Mesdames et messieurs, votez Charlie Kane, le seul homme qui remporte ses campagnes électorales et ses campagnes de Horror Arkham JCE. Salut à tous, j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour la 10e vidéo de cette série consacrée à la route de Carcosa, Horror Arkham JCE, édition révisée, etc. etc. 10e vidéo, pourquoi? Parce que 8 scénarios pour la campagne, et puis la vidéo d'intro que j'avais faite au préalable, avec la présentation du deck de Charlie Kane et du deck de Lola Hayes. Donc, on va prendre le temps, savourons cette victoire. Il est trop fort, il est trop beau, yes! Chouette! Première victoire, première campagne remportée haut la main, faut le dire, c'était quand même une bonne petite balade de santé. Et donc on prend le temps, on savoure, oh là là, on savoure. Et chin, hop. Qu'est-ce que ça fait du bien de gagner quelque chose dans Horror Arkham JCE. On savoure la victoire. Vraiment, on la savoure. Et on la savoure entre amis. Parce qu'il faut penser aux amis. Merci. Voilà. On me remet mon Oscar là, du meilleur joueur de Horror Arkham JCE, qui fait presque pas d'erreur pendant ses parties. Hein. En moyenne 12 par vidéo, mais c'est rien du tout. Merci les amis, sans vous, je n'y serais jamais arrivé. Et encore merci à Hellfire, vraiment le tipeur en série qui n'arrête plus, il type à chaque vidéo. Super, génial. Mon meilleur copain pour l'instant, super. En tout cas, merci à tous, vous m'avez soutenu tout au long de cette campagne et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, par quoi commencer? Alors, à l'instar de ce que je vous avais fait comme vidéo sur l'issue de la campagne de Dunwich, j'ai pris quelques petites notes. On va parler de choses et d'autres, et on va commencer par... alors, attendez, on va faire les choses vraiment dans l'ordre. J'ai noté en intro, Charlie Kane, voter. Bon ben voilà, voter de Charlie Kane, c'est fait, hein, je l'avais déjà dit. On le redit, il faut voter de Charlie Kane. Si vous n'avez pas... inscrivez-vous dans vos mairies, là, hein, sur la liste électorale, c'est important. Bilan moral. Le bilan moral. J'ai noté, régal de jouer cette campagne. Eh ben oui, c'était un régal de jouer cette campagne. Alors, attention, à pondérer. À pondérer. À la fois, c'était super plaisant. J'étais content de me lancer là-dedans. Aussi ravi de me lancer là-dedans que lorsque j'ai entamé la campagne de Dunwich, que j'ai pu jouer en entier cette fois-ci, donc bon, c'était plutôt cool. Que dire de plus? Attention, attention quand même, quand je dis faut pondérer, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un petit truc négatif à dire. Alors c'est pas tant sur le contenu de la campagne, mais alors là c'est complètement indépendant même de la campagne et du jeu et tout ça. Enfin, encore que, si, il y a forcément un petit dire, c'est la durée des parties. C'est vrai que j'ai tendance maintenant à jouer mes parties, elles sont de plus en plus longues. Je prends de plus en plus de temps. Alors c'est vrai aussi que les scénars se corsent, et puis j'avais pas non plus des persos les plus faciles à jouer. Enfin, on y reviendra, si, Charlie quand même. C'est Lola qui est un petit peu plus dur à maîtriser. Mais ouais, plus de prise de temps. Alors peut-être aussi que je les ai enregistrés en étant un peu plus fatigué, et généralement quand je suis fatigué, je suis encore plus lent que d'habitude. Donc ça joue aussi. Peut-être aussi la façon de... Alors, j'en reviens à ces persos, c'est peut-être aussi la façon dont je les ai joués, et c'est pas forcément tant le fait de les maîtriser ou pas, c'est aussi, je les ai bâtis pour les jouer en mode diesel. Donc forcément, il fallait mouliner au début, il fallait bien mouliner pour que le moteur prenne, il démarre, et après ça aille mieux. Donc c'est ça, à mon avis, ça va aussi rallonger les parties en ce sens. Et donc, attention, petit effet Gloomhaven, qui s'est un peu manifesté, c'est-à-dire que Gloomhaven, pour ceux qui ont suivi ma série sur Gloomhaven en version physique, hein, je parle pas de la version numérique, sur la version physique, c'est ce qui a fini par me faire arrêter cette série qui pouvait encore durer super longtemps. C'était le côté, attention, mise en place, c'est long, la partie est longue aussi, franchement, c'est long derrière, je pars pour un marathon systématiquement. C'est un peu l'impression que j'ai eue sur la fin de la campagne, et c'est ça qui m'a fait sortir les vidéos de deuxième partie de campagne avec des espacements de plus en plus longs. J'avais du mal à... Au début, c'était encore régulier. Puis après, il y a eu 2 semaines d'interruption entre 2 scénarios. Puis 2 semaines, c'était un peu au forceps à la fin.
Mais enfin, n'en demeure pas moins que je suis content d'être arrivé au bout, je suis arrivé au bout, et c'était à chaque fois, une fois que je suis dans la partie, je suis emballé, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de se mettre en condition optimale pour jouer. Donc voilà. Donc un régal d'avoir joué cette campagne, oui, mais avec ce petit ah c'est dommage, attention, ça devient un petit peu le syndrome de Gloomhaven, je vais appeler ça le syndrome de Gloomhaven maintenant, quand il y a un jeu qui me botte mais que j'ai quand même du mal à relancer, parce qu'il y a tous ces à côté qui sont longs, syndrome de Gloomhaven. Donc j'ai noté dans le bilan moral les commentaires, j'avais déjà fait une mention là-dessus lors de la vidéo de débrief de la campagne de Dunwich, et c'est pareil, alors je vais dire exactement la même chose, parce que j'ai le même ressenti, c'est-à-dire que commenter les vidéos, enfin, certains d'entre vous, hein, je sais qu'il y a toujours la majorité silencieuse qui consomme la vidéo et puis qui voilà, qui trouve pas ça négatif, mais qui ne laisse pas de commentaires, c'est pas grave. Aucun problème avec ça, comme je l'avais déjà dit, je serais du genre à faire pareil. Bien que en produisant des vidéos, c'est vrai que je me dis, ouais, c'est quand même cool de mettre des commentaires pour les personnes qui créent, mais si on fait ça tout le temps, c'est vrai qu'après, c'est un peu. Imaginez la personne qui répond. Voilà, j'ai dû mettre une petite interruption, ça, j'ai failli m'étrangler. Donc ouais, on peut pas non plus passer notre temps à écrire des commentaires, bien sûr, et c'est vrai que ça rallonge aussi la partie réponse aux commentaires pour ceux qui répondent aux commentaires, et c'est mon cas, mais c'est quand même plaisant d'avoir des commentaires, et vous êtes pas mal à en laisser, donc c'est cool. Bon, on voit un enthousiasme, puis vraiment, il y en a certains parmi vous qui sont des réguliers des commentaires pour chaque vidéo, vous postez des choses, et c'est toujours d'une bienveillance toute délicieuse. Et ça, ben, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est génial. J'adore. Alors, des fois, je peux peut-être répondre de manière un petit peu laconique, parce que, bah, ouais, je n'ai pas un temps illimité. Sinon, je passerai à grand plaisir. Bah, je passerai beaucoup de temps à répondre à chaque commentaire avec un immense plaisir. Mais bon, parfois, j'ai un peu le temps qui court pour le rattraper, un peu comme le lapin blanc d'Alice. Bon, bah, c'est comme ça. Mais en attendant, c'est toujours un plaisir de lire des commentaires, et que ce soit des relevés de misplay, je sais qu'il y en a parmi certains d'entre vous qui adoraient relever les misplays, et moi ça me va, parce que effectivement, je peux pas tout voir, je rate des trucs, ça me permet de me valider les parties quand même, ou pas. La plupart du temps, je les valide quand même, parce que ça va par chance. Les erreurs que je commets sont pas toujours en ma faveur, donc ça rattrape. Quelque part, ça compense un peu. Bon, on est sur une espèce d'équité là-dessus. C'est très bien. Et que ce soit ça, que ce soit simplement des merci pour ta vidéo, c'était cool. Ouais, simplement ça. Ou les pourboires, là, les super thanks aussi, quand vous en laissez, bon, c'est super. Très clairement, si je faisais mes vidéos et que j'avais 0 commentaire à chaque fois, bah, je me poserais des questions. Enfin, je me poserais même plus de questions, j'aurais sans doute arrêté, à mon avis. Que le but, c'est de partager quelque chose. Et le commentaire fait partie de ce jeu du partage. Donc, j'ai pas plus à dire, donc, enfin si, j'ai un mot à dire, merci pour tout ça. Ah oui, je suis en train de parler de tout ça et je dis même pas le mot magique. Merci, c'est le plus important. Voilà, merci pour vos commentaires et donc votre participation, parce que c'est ça, c'est la même chose. Et ben voilà, mon bilan moral en est bon, je parlais des membres, et ouais, les membres de la chaîne, alors j'ai pas précisé les membres de la chaîne, c'est vrai, mais mais j'ai pas plus à dire. En fait, je pense que c'est grâce à Aurore Arkham JCE que vous êtes plusieurs à avoir souscrit à la chaîne en tant que membre. Et bah, ça prouve que, au final, mes vidéos là-dessus sont pas inintéressantes, déjà d'une. Alors là, c'est la vision du gars humble. La vision du gars qui se la pète, ça serait mon contenu est trop génial, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus. Non, je plaisante, bien sûr. En toute humilité, je reste qu'un joueur lambda, si ce n'est que parmi ces joueurs lambda, j'en suis un qui prend le temps d'enregistrer, de filmer, de parler pendant ses parties et de partager. Mais ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir, je m'investis là-dedans, vous investissez en retour. Ça, c'est génial. On va passer un peu, maintenant, beaucoup, passionnément et à la folie même, au bilan du jeu. Alors j'ai noté maîtrise des règles. J'ai réécouté hier soir
en vue d'enregistrer cette vidéo-là maintenant, le débrief de Dunwich. Je l'ai réécouté, j'ai été fou. Alors, je vous cache pas que je l'ai réécouté en vitesse fois 1,5, voire parfois 1,75. Qu'est-ce que je suis lent, je me réécoute jamais parce que je sais que je suis trop lent. Et ça me fait une voix comme ça, je parle vite, c'est rigolo. Même limite tête à claque, hein, comme voix comme ça, mais c'est marrant quand même. Et je disais que je me sentais encore comme un débutant à l'issue de cette campagne de Dunwich. Et bien là, sur Carcosa, j'ai eu le sentiment d'avoir franchi un palier. Alors je me considère pas comme un expert, dans un palier intermédiaire. Alors je sais pas si on peut peut-être parler, comment on pourrait dire, il y a peut-être 4 paliers, il y a peut-être un palier vraiment débutant, un palier initié, donc c'est celui-là. Bon, je me considère comme initié, donc ça va, je commence à avoir moins de problèmes à interpréter les règles. J'ai, dans ma façon d'aborder des nouvelles règles, dans ma réflexion, j'ai le sentiment d'être moins paumé, je comprends mieux les choses, j'arrive mieux à raisonner comme le jeu veut qu'on raisonne avec lui, et donc ça passe mieux. On va dire qu'il y a l'expert tout en haut, et entre deux, entre l'initié et l'expert, il y a peut-être le joueur, on va dire confirmé. Alors, confirmé, non, pour moi, j'y suis pas encore. On verra peut-être plus tard. Initié, voilà, je suis plus, je me considère plus gun débutant, ça va. Ça ne change pas que je commets quand même pas mal d'erreurs quand je joue, pas mal de misplays, mais vous connaissez la rengaine. C'est de base, rien que de jouer à ce jeu, c'est pas facile de ne pas commettre d'erreurs. Et en plus, quand on s'enregistre, qu'on parle tout le temps, etc., vous savez, c'est encore plus compliqué de ne pas commettre d'erreurs, donc j'en commets, mais comme tout le monde, et ça me dérange pas, honnêtement, j'en ai pas honte du tout, sauf si c'est vraiment des erreurs toutes connes, comme ça peut m'arriver de faire, et parfois je peux me taper la honte, mais c'est pas grave. Il y a que celui qui essaye rien qui se tape pas la honte, hein, de toute façon. Bon, ça me va très bien. On a ensuite un classement de scénarios que je vais vous faire. Je vous parlerai après de ce que j'ai pensé de la campagne, etc. Bon, quoi que ça va ensemble. Pourquoi j'ai mis ça dans cet ordre-là, d'ailleurs, sur ma fiche? C'est bizarre. Alors, je vais en parler maintenant. Allez, qu'est-ce que j'ai pensé de cette campagne et de ce fil narratif, cette histoire, etc. Et il y a une question d'ailleurs qui va venir tout de suite derrière, c'est étant donné que pour l'instant mon expérience de horreur Arkham JCE, ça se résume à la route de Carcosa et avant le cycle de Dunwich, j'ai oublié d'ailleurs, c'est l'abomination de Dunwich? Non, c'est pas ça, ça c'est le nom du recueil de nouvelles. C'est quoi que Dunwich? Ah merde, Dunwich quelque chose. Dunwich, je l'ai là. Attendez. L'héritage de Dunwich, c'est bon, l'héritage de Dunwich. Donc il y a une question qui va venir derrière avec lequel j'ai préféré des deux, l'héritage de Dunwich ou la route de Carcosa. Et pour l'instant, on va déjà discuter un peu de la route de Carcosa. Alors, j'ai bien... C'est marrant, je vais le prendre de manière complètement n'importe quoi. Je vais pas respecter la chronologie. La fin, par exemple, moi, elle m'a pas gêné la fin. La fin, ok, on se débarrasse d'Assur, on l'empêche de venir envahir le plan terrestre, ou je sais même pas... on l'empêchait de venir, il n'est pas sorti de sa prison, en tout cas. Très bien. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce qu'il y a vraiment eu cette histoire? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce qu'on n'en sait rien de tout ça? Il y a un doute total. En réalité, si, on le sait. Si on décide, parce que ce qui nous explique l'auteur de la campagne à la fin, c'est que si pour nous, on décide en gros d'interpréter comme un simple rêve, ouais, quelque chose qui serait qui émanerait de l'imagination de quelqu'un dans l'asile d'Arkham, par exemple. Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est que c'est la vérité. En fin de compte, chacun a sa vérité, et il n'y a pas de vérité globale, universelle. C'est ça ce qu'il faut comprendre à la fin. Ça m'a pas gêné du tout. Ça m'a pas gêné, on était dans le doute depuis le début, le doute se confirme à la fin. Et moi, ça me va, j'ai aucun problème avec ça. Mais je suis d'un tempérament à ne pas avoir de soucis avec les séries, les films, qui nous laissent une ouverture à la fin. Donc moi, ça me dérange pas, moi, quand il y a un cliffhanger. J'avais déjà donné cet exemple-là dans une vidéo il y a un bout de temps sur la chaîne. On va prendre par exemple The Walking Dead, c'est la série issue des comics avec les morts-vivants, enfin, les zombies, etc. C'est pas des zombies, c'est des walkers. Bref. Et la fameuse scène, alors spoiler alert, je vais parler d'un truc,
mais enfin, je vais pas donner la finalité de la scène, mais il y a un moment donné, il y avait la fameuse fin de la saison 6, donc là je parle de la version série TV, où il y a un méchant, je ne vais pas le nommer, qui tue quelqu'un dans le groupe qu'on suit, mais la série est faite de manière à ce qu'on ne voit pas qui est en train de mourir. On ne sait pas qui l'a tué. Et pouf, fin de la saison, pour le savoir, il faudra attendre la saison suivante. Sauf que quand tu attends la saison suivante, il y a quand même plusieurs mois qui se passent. Donc c'est, c'est qui? J'ai envie de savoir et tout. Et je l'ai plutôt bien vécu. Je me suis dit, bon, on verra. On verra quand ça sera le moment de voir. C'est absolument pas grave. Et c'est marrant, ça laisse l'imagination travailler, faire son job. Ouais, c'est bien. De temps en temps, de réfléchir un petit peu, qu'on n'ait pas besoin de nous mâcher le travail comme ça. Donc, on verra, on élabore des plans, on se dit, mais ouais, si c'est lui, parce que tac, 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 on peut, non, ils vont essayer. Et on voit à la fin si on s'est planté ou pas. On s'est planté, et bah tant mieux, on a une bonne surprise. On a eu bon, et bah tant mieux, on est trop fort. Donc dans tous les cas, on est gagnant, c'est pas gênant. Et puis, bon, bien sûr, hein, les réseaux, les machins, les trucs font que tout le monde s'insurge. Mais c'est honteux, un cliffhanger comme ça. Bah oui, mon con, c'est le but d'un cliffhanger. C'est de te tenir en haleine. Voilà, c'est drôle. Bon, bah, c'était la parenthèse qui a un petit peu. J'ai un peu tiré sur chaque côté de la parenthèse, de manière pas forcément utile, mais c'est mon débrief. J'avais envie de dire ça, donc je l'ai dit. Donc, la fin, ouais, ça m'a pas du tout dérangé. Et tout au long de l'histoire, le fait que on soit dans un flou artistique m'a pas dérangé non plus. Au moins, ça a été un bon prétexte pour aller se balader à droite à gauche, dans des lieux... euh, en fait, on était quasiment dans des lieux connus, parce que, bon, Paris, Mont-Saint-Michel, les catacombes de Paris, etc. Ouais, c'est chouette quelque part. On est content. On a des raisons de se réjouir de retrouver des lieux que nous savons... et vraiment exister, même si c'est là, c'est une version 1920 dans un jeu de cartes JCE, etc. Donc c'est un peu bizarre, on le voit sous sous un autre regard, mais c'est pas gênant, c'est rigolo, c'est rigolo. De voir une adaptation comme ça, c'est rigolo. Et en même temps, il y a les lieux qu'on connaît déjà parce qu'on pratique déjà ces jeux liés à Arkham, donc la Société des Historiens, notamment l'Asile, pareil. Il y avait quoi déjà? Oui, la maison avec les invités. Bon, là, on la connaît pas, cette maison en particulier, on la connaissait pas. Et le scénar 1 qui se passait dans le théâtre. Bah, pourquoi pas? Bon, c'est pareil, enfin, le théâtre, c'est pas non plus un lieu insolite, parce que on sait tous à quoi peut ressembler un théâtre, etc. Les coulisses, machin. Non, c'est bien. Donc ça nous a fait voyager, on est allé à droite à gauche, c'était plaisant. C'était un voyage en 8 épisodes que j'ai trouvé assez plaisant. Donc ouais, l'histoire, ça m'allait. Et je l'ai préféré à l'héritage de Dunwich. Parce que autant l'héritage de Dunwich, j'avais pas mal aimé, je me souviens, le début de la campagne, au niveau des lieux, il y avait le musée, il y avait surtout le club du trèfle, là. C'était cool, ça, la Bella Luna, j'avais adoré le simple fait d'être dans cet endroit mafieux, années 1920, etc. Euh, alors ça me fait penser qu'il y a Scarface 1920, là. Il donne envie ce jeu, rien que pour le thème. Vous savez, le thème, mais après, est-ce que le jeu va valoir le coup, hein? Est-ce que 100 balles et quelques pour un jeu comme ça? Encore une fois, je fais une parenthèse qui est pas forcément lieu d'être. Donc, hormis ce début de campagne où il y avait des lieux symboliques, là, l'université Miskatonic, le musée, enfin le musée un peu moins symbolique, mais quand même sympa. On prenait le train, puis après c'est la direction Dunwich, et puis Dunwich, waouh, c'était de salle, deux ambiances, c'était spécial. On était vraiment plus dans un truc horrifique, là, un délire qui te met dans une ambiance un peu glauque. Ouais, c'était un peu moins mon délire, même si on joue à Horreur Arkham, et dans Horreur Arkham, il y a quand même horreur. On va pas jouer dans le monde des bisounours, bien sûr. Mais bon, je suis d'une sensibilité comme ça, moi ça me plaît plus d'aller dans des lieux plus populeux, un peu plus festifs, j'aime bien. C'est rigolo, on peut très bien lier les deux. La preuve, il y a des scénarios qui le font très bien. Des lieux qui sont assez lumineux, festifs, ou alors calfeutrés avec une ambiance prohibition, et pour autant, il y a des bourses qui se pointent, on fait des choses, il y a quand même un sentiment d'être pris par le temps, c'est pas mal. Donc là,
J'ai préféré la route de Carcosa, j'ai préféré globalement les lieux, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans le débrief de Dunwich, je suis plus sensible aux lieux, aux thèmes, aux ambiances, la plupart du temps, que aux monstres qu'on peut croiser, ou quelques intrigues liées au surnaturel, ces choses-là. Ça m'impacte moins, donc voilà, Carcosa, forcément, j'ai préféré à Dunwich. Que dire maintenant? Un classement des scénarios, qu'on y vient. Je vais vous le faire dans l'ordre inverse. Alors, j'ai décidé de ne pas vous faire de coupure dans la vidéo, comme j'avais fait aussi pour Dunwich. Et... Sauf si je dois éternuer ou m'étrangler. Ça, voilà. Le scénario que j'ai le moins... sur lequel j'ai moins accroché, c'est le scénario de... ça, du Mont-Saint-Michel. C'est... Alors, pourquoi c'est celui que j'ai le moins aimé? Alors, encore une fois, j'avais dit la même chose pour Dunwich. Ça veut pas dire que je l'ai pas du tout aimé, que j'ai pas apprécié le jouer, etc., etc. C'est pas ça. C'est juste que sur les 8, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Et on va considérer que c'est le 8e meilleur scénario de la campagne. En fait, c'est quand même bien dit comme ça. C'est le 8e meilleur scénario de la campagne. Là, je vous propose un top 8 des scénarios de Carcosa. C'est fort quand même. Alors, c'est beaucoup lié au fait que c'était long. Qu'est-ce que ce scénario-là était long? Et long à un point où... Ouais, au bout d'un moment, on se dit, mais quand est-ce que ça va en finir? On sait pas trop, on est dans le flou, il fallait... C'était le scénario avec les deux intrigues, là, donc on se retrouve au Mont-Saint-Michel. C'est bizarre, l'eau monte fort, je sais, il y a une histoire de trucs comme ça. C'est marrant, je l'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant les détails m'ont déjà déserté. Il y a déjà moins de détails, et ouais, c'est assez bizarre. Et c'est ça. Le fait d'être paumé sur... Qu'est-ce que je fais? Il y a deux intrigues, il n'y a pas d'acte. Alors, faut laisser l'intrigue monter, faut se dépêcher de monter les intrigues. Bah non, c'est pas logique, on doit prendre des indices, etc. Ok. Alors, ce qui fait qu'on est un petit peu sur le fil du rasoir, on attend, on attend, on attend, on attend que ça se passe. Et au final, bah, ça se termine au bout de 3 heures de jeu. Ça, ok, d'accord. Ouais, donc il fallait simplement essayer de temporiser. En plus, on sait même pas, il n'y a aucune chance de savoir quel paquet est le bon, parce qu'on a mélangé avant, on sait pas, il y a un des deux côtés qui est bien, l'autre côté est moins bien, mais on peut pas le savoir. Aucun indice, donc on attend, on voit ce qui se passe, et on y va. On est au 7e scénar, donc on commence déjà à accuser une certaine fatigue dans la campagne, et là, c'est vraiment l'endurance, quoi. C'est le test d'endurance, c'est vraiment que les gros malabars là, qui vont finir par y arriver. Et qui vont tenir. Je suis en cours d'argument, j'étais en train de casser mes cartes avec. Navré, mes propos étaient un peu confus. On va passer au 7e meilleur scénario de la campagne. Alors pour moi, le 7e meilleur scénario de la campagne, c'était... je me suis planté dans les scénars là. Je me suis planté. Je les ai rangés, mais je les ai pas rangés dans le bon sens. Non, j'ai fait n'importe quoi. Oh là 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 là, ça va pas. Ouais, ok, j'ai inversé. Hop, c'est ça, et c'est ça. J'ai mis le 5e. Le 5e, c'est celui qui se passe à Paris. Le spectre de la vérité. Donc, alors, j'ai pas dit le nom du numéro 7, c'était Sous les étoiles noires. Donc, celui qui se passe au Mont-Saint-Michel. Et ensuite, donc, c'est le spectre de la vérité, pour moi, le 7e meilleur scénario, après mon ressenti. Balade à Paris. Alors, il y a un petit côté qui ressemble pas mal au Mont-Saint-Michel, alors même si c'est pas du tout orchestré de la même manière en matière d'actes, d'intrigues, etc. Alors c'est dommage parce que avec l'arrivée de l'organiste, là, ce mystérieux joueur d'orgue, qui était peut-être un peu le rang jeune, déguisé quelque part, on sait pas trop. On ne saura jamais d'ailleurs. Est-ce que c'était lui, est-ce que c'est pas lui? Bon, dans ma vérité, on va dire que c'était un peu lui quand même, c'était son frère jumeau. C'était une espèce d'avatar, c'est comme ça. Mais on essaie de le fuir.
Ouais, alors ok, on voit les différents lieux parisiens, c'est mignon, sans... Moi, je suis pas un grand fan de la ville de Paris, ça me fait ni chaud ni froid, donc ça ça m'a pas plus amusé que ça, mais sympa quand même, pourquoi pas. Et puis, ouais, on passe notre temps à jouer au chat et la souris, sachant que nous sommes plutôt la souris. Enfin, ça dépend comment ça se passe dans la campagne. Apparemment, il y a une autre version, on est plutôt le chat. Mais là, nous étions la souris. Donc, on l'esquive, on attend que le temps passe, et au final, bah, ça va. Alors, tout en même temps, en prenant des indices, des choses comme ça, en picorant dans ce qu'il faut picorer. Mais pas le truc le plus fou de la planète, ça m'a pas plus transcendé que ça. Le sixième meilleur scénario pour moi de la campagne était le baisser de rideau. Donc le tout premier scénario de la campagne, celui où nous nous retrouvons dans le théâtre. Et à la fois, scénario sympa parce que il y a toujours une euphorie quand on lance une campagne. Voilà, on repart à zéro. On a des nouveaux decks tout frais. Ça sent le neuf là, c'est bien. Et on sait pas à quelle sauce on va être mangé. On commence. On sait que le démarrage est souvent en douceur. On aime bien cette sensation de. On se lance dans une nouvelle chose. On pourrait faire l'analogie avec une bonne petite partie de Age of Empires. C'est des jeux là, jeux vidéo, stratégie temps réel, où c'est toujours un peu la même chose, c'est de la rapidité, on développe nos paysans, machin, on les construit, on en fait venir d'autres, et puis une fois que notre moteur de production est installé, après on y va, on prépare des troupes, on attaque, on fait des choses. Mais ces jeux-là, alors, après c'est toujours un petit peu la même chose, ça rengaine. Mais le démarrage d'une partie est toujours sympa parce que ça reste. C'est le moment où c'est le seul moment où c'est cool en réalité. C'est le moment où on est tranquille. Petite musique de démarrage là qui est là. On est content. On est content. L'enthousiasme est intact au début. Et ben donc ça c'est cool. C'est ce qui s'est passé. Premier scénar, enthousiasme incroyable de ma part, hein. Et, et puis donc l'apparition très vite de ce fameux homme au masque bizarre là, hein. On ne sait pas trop ce qu'il fait, pourquoi. Il nous regarde au loin, il est distant. C'est qui lui? C'est quoi ce gars-là? Qui nous lâchera pas d'ailleurs, il ne lâchera quasiment pas de la campagne. Et en aspect négatif de ce scénario-là, donc on fait nos choses. Alors j'ai fait une petite erreur aussi à un moment donné, hein, le balcon, le monstre qui passe par le balcon, il devait pas, bon, c'est pas grave. Et non, j'ai pas accroché du tout avec la fin du scénar. J'avais trouvé ça d'une violence avec les horreurs là qu'il fallait mettre, les pions horreurs pour représenter le fait que le théâtre était en train de. Alors, c'est lui s'il brûlait ou s'il s'effondrait, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça mettait une pression folle. Et je trouvais que c'était un petit peu too much. C'était ok, paf, allez, c'est l'heure de fermer. Paf, on met une pression complètement incroyable. Et puis, bah, si vous en sortez comme ça, tant mieux. Si vous n'en sortez pas comme ça, bah, tant pis, hein, vous commencerez avec des tares dès le prochain scénar, ce qui promet. Ouais, j'avais trouvé très très précipité la fin de. Très très violente la fin de scénario. Et ça m'a fait pas en garder un souvenir non plus incroyable. C'est dommage parce que on est obligé de passer par ce scénario-là pour commencer une campagne. Donc, et si un jour je dois refaire la campagne Carcosa, ben, il va falloir commencer par baisser les rideaux. Donc après, bon, c'est toujours pareil. Quand on connaît les scénarios, qu'on sait comment ils vont se dérouler, on se dit ok, alors attention, dès que je vais déclencher ce truc-là, bah, tout de suite, il va falloir fuir, il va falloir se dépêcher. Donc, il va falloir optimiser ça. Et là, c'est dommage parce que ça devient plus vraiment un jeu d'aventure, de narration. Non, non, c'est un jeu d'optimisation pur et dur. Ça perd un peu du charme, c'est ça qui est dommage. On a en cinquième meilleur scénario, attention, nous rentrons dans le top 5, ce qui concerne que tout 62,5% du, des scénars de la campagne. Alors, je vous ai mis le dernier, l'Appel Carcosa. Voilà. Pour moi, ça, c'est le cinquième scénario que j'ai préféré. Parce qu'il y avait ce goût d'achever à la fin. Ce goût de ça y est. C'est la grande finale, c'est la dernière. Entraînement de Rocky, là, Gonna Fly Now, etc. Et on y est, c'est la conclusion, là. Ça passe ou ça casse. Donc ça, c'est bien. Dans le scénar, c'est bien. Donc ça se passe dans la Pâle Carcosa. Honnêtement, les lieux, je les ai trouvés pas si... Pas si... pas tant de caractère que ça. Je trouvais
assez insipide, malgré tout, les différents lieux. Ouais, ok. T'avais pas le sentiment d'être vraiment dans une cité incroyablement merveilleuse, ou c'était pas si onirique que ça, ça manquait un petit peu de saveur, je trouvais, cette cité de Carcosa. En même temps, ils avaient prévenu, hein, c'est la pâle Carcosa. Donc là, peut-être que je trouve des poux là sur un chauve. Donc c'est pas terrible. Mais pour un jeu comme ça, je m'attendais à quelque chose de plus fort. Néanmoins, la disposition des lieux, je l'ai trouvé quand même rigolote. Côté, on vient du haut, on vient du bas, même si sur mon écran, c'était plutôt via de la gauche ou de la droite. Ce côté un peu toupie, là, ou sablier inversé, ou je sais pas comment appeler ça, avec le lieu central, le roi jaune dedans, etc. Bon, c'était marrant. Ça avait vraiment une tête de... Attention, là, c'est le boss final. On sait où le chercher. C'était pas mal. Alors, l'histoire des histoires, d'ailleurs, sur les cartes en verso, quand on finissait de virer les indices vers la fin de la partie, une fois qu'on pouvait le faire. J'ai trouvé ça pas mal. Et ouais, un bon scénario, dans le fond, c'est un bon scénario, mais un scénario de fight avec un boss final où il faut faire quelques petits trucs avant pour pouvoir enfin le tuer. Donc, rien d'extraordinaire en termes d'histoire, de mécanique, rien de vraiment grandiloquent, mais c'était sympa. Et cette saveur de. On arrive au bout du marathon, ouais, t'es quand même content, quoi. T'arrives là, t'es content. Le quatrième que j'ai préféré, le Masque Blême. Donc, le Masque Blême, les catacombes de Paris. Alors, je sais que quelqu'un m'avait dit dans les commentaires que le scénario l'avait pas plus marqué que ça. C'était ouais, c'était pas incroyable. Bon, effectivement, hein, il n'est pas incroyable. Néanmoins, ce que j'ai bien aimé dans ce scénario-là, il n'était pas très très dur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le côté assez aléatoire de la carte. Carte qui construisait petit à petit, on découvre un nouveau lieu, on va soit à droite, soit en bas, de ce qu'on décide, ou de la place qui reste. Et c'est marrant. J'ai eu l'impression de jouer un peu à Saboteur, même si j'ai jamais vraiment joué à Saboteur d'ailleurs, parce que j'ai envie de jouer à Saboteur. Est-ce que tu construis, ou Carcassonne peut-être? On construit avec les tuiles, on fait un peu ce qu'on on subit plus qu'on choisit. Mais j'ai trouvé ça cool, ce côté donjon qui est... je vais pas redire ce que je viens de dire 3 fois. J'ai bien aimé. Les monstres, la pression du monstre qui arrive à un moment donné, on se dit, oula, ou lui tabasse fort et il arrive vite. Ça va être chaud. Et au final, avec les lieux qui sont quand même relativement vastes, on a pas mal de moyens de semer la bestiole et ses copains, quand ses copains arrivent. Donc c'était assez marrant, c'était chat et la souris pour un des persos, l'autre pour l'instant il fait sa popote. C'est comme ça que ça s'est goupillé pour moi, je sais pas si la plupart du temps ça se goupille comme ça. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance du scénar, ça m'a plu moi d'aller explorer les catacombes de Paris. J'ai trouvé ça plus charmant à visiter que la surface de Paris. Chacun son truc. Le troisième scénario que j'ai apprécié, je vous ai mis. Alors c'est marrant, il ne reste plus que le 2, le 3 et le 4. Hein, je vous ai mis toute la deuxième partie de la campagne, à partir du cinquième scénario jusqu'au 8, sont tous déjà là. Et avec et le premier est déjà là. Donc j'ai les 2, 3, 4 dans le top 3. En troisième scénario que j'ai apprécié, le serment indicible. Indicible. Donc là, c'est le scénario où nous sommes à l'asile d'Arkham et nous essayons de retrouver. Alors c'était Chester, je crois. Chester, j'ai oublié son nom de famille. Et le metteur en scène, ou l'assistant soins et lumière, quelque chose comme ça. J'ai vraiment une mémoire incroyable. Donc la virée dans l'asile d'Arkham. L'ambiance dans l'asile était vraiment sympa. J'ai pas mal accroché. Le côté, pour réussir à la fin, il fallait avoir accompli plusieurs tâches en divers endroits. J'ai bien aimé ce côté liste de courses. Allez, t'as ça, c'est bon, t'as le beurre, t'as la farine, t'as les œufs. Oui, bah c'est bon, du coup, t'inquiète, pas besoin de sucre, on va trouver quelque chose d'autre. Mais on va faire un gâteau breton, tiens, un truc, ça va le faire. Alors, il aurait fallu que le beurre pour faire un gâteau breton, on aura besoin de... Un bisou aux amis bretons, bien sûr. Et au passage, à chacun qui écoute. C'était chouette. C'était vraiment chouette.
C'était chouette. C'était la rencontre avec... c'était Daniel Chester, je crois. J'ai dit Chester. Daniel Chester, ça va être ça. La rencontre avec Daniel Chester était cool. C'est con, mais c'est marrant, c'est des personnages comme ça que tu croises. Alors t'en as certains qui n'ont pas plus de saveur que ça, et t'en as d'autres, c'est amusant. Et là, de le voir avec sa carte, là, assez mal en point, hein, on va dire, psychologiquement. Et non, c'était chouette, c'était marrant. Ah, ok, il faut le prendre avec nous. Il fallait faire gaffe, il y avait une histoire de blessure, il fallait pas qu'il prenne des points, enfin des points de dégâts, mais si on se faisait attaquer, il en prenait systématiquement un, je crois, il y avait un truc comme ça. Il y avait un problème si on le perdait. C'était protéger le VIP, voilà, c'est marrant, c'est bien comme truc. En tout cas, j'ai vraiment bien accroché avec ce scénario-là. Alors, hélas, il s'était. De mémoire, celui-là, j'avais un peu roulé dessus. Ah, je crois, j'avais plein d'alliés. C'était d'ailleurs la naissance du Parti des Joyeux de Rire de Charlie Kane. C'est à ce moment-là que le nom a éclos. Et ouais. J'avais rajouté des Chester, ils étaient un peu plus que prévu. C'était la bande à Basile. Bon, c'était marrant. Le deuxième scénar préféré de la campagne, pour moi, Les Échos du passé. Donc le scénar où on se rend à la Société des Historiens. On cherche, on va trouver des infos, on cherche des infos sur cette fameuse pièce de théâtre, Le Roi en jaune, qu'est-ce qui est, hein, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce que dans les archives de la Société des Historiens, on va trouver des infos sur cette pièce vraiment très étrange. Sauf qu'on n'est pas seul. Et non, nous ne sommes pas seuls. Il y a des cultistes qui cherchent aussi de leur côté, alors qu'ils soit détruisent des preuves, soit cherchent des preuves, cherchent des choses aussi. Nous embête un petit peu, parce que des fois, il faut quand même combattre. Et le côté maison un peu magique où on peut se rendre on peut, avec l'aide de passages secrets, aller d'un point qui normalement n'est pas accessible à un autre point, enfin, d'un point à un autre point qui n'est pas accessible, et là on peut le faire quand même. J'ai trouvé ça vraiment sympa, la chambre cachée là qui permet de connecter un petit peu tout ça. C'est la pression des cultistes aussi, qui dès qu'ils apparaissent, paf, ils pillent des indices. Grosse pression, on est obligé d'aller les attaquer assez vite, sinon il faut avancer l'intrigue. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié le scénar, parce que c'était pas un scénar bête et méchant, où, ok, les monstres sont là, il faut les buter, ils viennent nous attaquer, machin, non. On avait l'impression de deux équipes qui cherchent la même chose, et c'est une course. Allez, paf, la première équipe qui a réussi à trouver tout ce qu'il lui fallait à gagner, ça, en version scénario JCE, bien sûr, avec les règles et tout, mais j'ai vraiment accroché avec ce scénario, j'ai super apprécié. Et donc, le scénario que j'ai préféré de cette campagne, Le Dernier Roi, scénario qui se passe dans la bâtisse de cette charmante Constance du Maine. C'était Constance du Maine? Je sais pas si on le voit là. Bon, si, je vais vous le dire. Oui. Constance du Maine, hein, la délicieuse Constance du Maine. Voilà. Bah, c'est le scénario, c'est l'équivalent au scénario, que je dise pas de bêtises, de la Zélatrice. Clairement, c'est la nuit des Zélatrices avec les masques de minuit, hein, c'est un peu le délire. Hop. Si ce n'est que c'est plus subtil que ça quand même. Les masques de minuit, c'est un peu plus dans l'élimination des cultistes, alors que là, on sait pas trop, ils sont gentils, ils sont méchants. Ah bah tiens, lui, finalement, il est méchant. Hein. Bon, on va s'en débarrasser, ou on va l'éviter. Mais avant, on les interroge, etc. C'est pas mal. Et il y a un côté festif. On en revient toujours à cette même chose, parce que c'est ce qui me fait vibrer, ce que je disais tout à l'heure. Mais on est dans une soirée, tu sens qu'il y a du monde, il y a des invités, c'est cocktail, champagne, ambiance, ambiance, je sais pas moi, jazzy peut-être, ou autre chose. Et il y a années 1920, c'est cool, il y a une saveur, il y a un cachet, il y a quelque chose. On est, on est dans la, bon, peut-être pas la jet set d'Arkham, faut peut-être pas exagérer, mais c'est mondain, il y a quelque chose. Vraiment, c'est, ça donne l'eau à la bouche, on a envie d'y être. Très clairement, on a envie d'y être, même s'il y a des bestioles bizarres, on a envie d'y être. Et découvrir la vérité. En plus, scénario extrêmement, extrêmement important.
qui permet de gagner des avantages sur la suite de la campagne. Enfin, la façon dont on réussit le scénario va nous donner des petits coups de pouce sur certains scénars. Il y a 5 invités, enfin 5 personnes à interroger, et à partir du scénar 3 jusqu'au 7, chaque fois en fonction de l'invité qu'on a réussi à interroger, il y a un petit bonus. On avait eu le bonus dans les catacombes, me semble-t-il, avec, c'était l'asiatique parmi les invités, et l'autre, je ne sais plus ce que c'était. Il y en a un autre, ouais, je sais plus. Et puis la femme un peu folle là, qui vient à un moment donné dans la fête, et qui nous embête un peu, là. C'est pas mal. Voilà pour cette histoire de scénar. On va passer à... Oui, j'avais fait les top moments de la campagne, dans le débrief de Dunwich. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai pas trouvé de moments qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Faut dire que j'ai eu pas mal de réussites, il n'y a pas eu de... Il y a eu nettement moins de moments délicats que la campagne précédente. Donc cette rubrique-là, je vais la zapper. Je vais pas... Pas de rubrique top moment pour ce débrief. Par contre, il y a toujours la rubrique des top cartes aux investigateurs. Et on va commencer par honneur au Charlie Kane. Hein. On va commencer par Charlie. Les cartes que j'ai vraiment, pour moi, qui m'ont fait vibrer, c'est... Oui, elle est là. Attendez, enfin, elle est là. C'est bon, je vois laquelle. Je vois laquelle. Et il faut que je la trouve. J'ai trouvé les deux, mais j'ai pas trouvé la troisième, et je vais vous les faire dans l'ordre inverse. Vous allez voir que ça va être la dernière. Non, elle est là. Et ben c'est le Blackjack. Hein. On se refait pas. Le Blackjack que j'avais adoré jouer sur la campagne avec Jenny Barnes dans Dunwich. Blackjack. Ça reste ma carte préférée. Une de mes cartes préférées de tout le jeu. Ça me fait délirer, ce concept de faire un jeu dans le jeu. J'aime bien le casino, l'ambiance casino, c'est cool. Donc bon, là c'est plus pour un côté plaisir personnel, fantasme, etc. Là, on est dans un champ lexical de trucs interdits au moins de 18. Alors, c'est pas du tout le cas, on est sur un... C'est un petit plaisir, quoi, c'est sympa. Alors, en plus sérieux, la numéro 2, là, c'est la hache runique. J'ai cette carte, elle m'a régalé pendant la campagne. À chaque fois que j'ai pu la jouer, je l'ai trouvée vraiment, vraiment forte, vraiment intéressante. Et d'autant plus avec les améliorations, c'était quand même rudement fort. Hein. Quand on voit ce qu'on peut avoir comme amélioration, bon, je me suis assez vite restreint parce que j'avais pas le choix avec ma façon de pouvoir monter les cartes avec l'expérience, avec ces classes autorisées, etc., etc. J'avais pas trop le choix et je pouvais mettre que 4 coches. Héritage plus saga, le fait de reconstituer 2 charges à chaque fois, qu'est-ce que c'est fort. Et le pire, c'est que même les autres trucs sont intéressants aussi. Hein. Les autres bonus sont bien. Héritage, je ne regrette pas non plus de l'avoir pris, même si j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais, redire demain le coup et apporter le trait relique. Le 1, la réduction de coût de 1, c'est quand même super intéressant. Elle vaut 4, c'est cher. Quand elle vaut 3, ça devient... Sans de rien, ça vaut vraiment le coup. Et elle vaut 3, là elle valait 3, ça me fait une superbe transition, parce que la carte vraiment la plus forte dans le deck, celle qui m'a fait le plus vibrer dans cette campagne, elle vaut 3, et c'est notre assistante dévouée Bonnie Walsh. Qu'est-ce que c'est balèze! Qu'est-ce qu'elle est forte cette carte! Oh là 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 là! Bonnie qui donne un +3 à un test hein, systématiquement. On l'incline +1, les 2 icônes libres, +3. C'est tout, +3 en tout. Et puis c'est pas comme s'il y avait que ça. Quand on l'utilise, on l'incline, ça fait redresser à notre allié. Qu'est-ce que c'est fort! C'est vraiment, vraiment, vraiment balèze. Concernant Lola, de petite Charlie par ici, concernant Lola, les cartes que j'ai trouvées, qui pour moi sont les cartes un petit peu MVP de son deck sur cette campagne, il va pas avoir de surprise.
Alors, il n'y aura pas de surprise. Alors que je vous la trouve. Voilà. Je crois que c'était déjà une carte que j'avais jouée avec. Que je vous avais mis dans le débrief. À ce moment-là, je me souviens plus. C'est pas impossible. La carte chanceux. En tout cas, j'en ai parlé à un moment donné. Chanceux, la carte chanceux ou la classique, hein, en survivant, rapide. Quand on doit échouer un test de compétence, on rajoute plus de tests. Bah, c'est tellement bien, parce qu'on est tellement dans l'économie grâce à cette carte. Le simple fait de posséder cette carte en main et d'avoir une ressource pour la jouer au cas où, eh bien, on économise des cartes compétences ou des cartes pas compétences qu'on mettrait en compétences pour essayer de gérer les tests à venir, pour être sûr de les passer. Bah non, on les joue pas, et puis bah, si ça rate, eh ben, on joue ça. Et si ça rate pas, bah, c'est parfait. On n'a pas joué la moindre carte. C'est trop bon, trop bon. Pouvoir jouer en réaction comme ça, qu'est-ce que c'est balèze. La deuxième carte pour moi, c'est le toutou, le chien de traîneau. Les 4 toutous. J'aurais pas réussi à poser les 4 toutous en même temps, mais les 4 toutous quand même, enfin les toutous tout court, qu'est-ce que c'est fort. À partir du moment où il n'y en a que 2, à partir du moment où il y en a 2, genre 1 c'est toujours bien, ça peut tanker, puis même en attaquant, c'est quand même plus 1 au combat, euh, c'est tout. Déplacement, bon, avec un chien, c'est un peu anecdotique. À partir du moment où il y en a 2, c'est déjà 2 dégâts, et plus 2 en combat, rien que ça. Bon, ok, j'utilise qu'une fois pendant le tour. Même un déplacement, un double déplacement pour une action, on crache pas dessus. Et puis 2 fois plus de moyens de tanker avec 2 chiens. Alors, avec 3 chiens, bah, c'est génial. Le 4 chiens, c'est presque trop de toute façon. 4 chiens, enfin, je dis ça, j'ai pas pu le tester, donc on saura pas vraiment. Et souvent, les monstres ont 3 points de vie, histoire d'être un petit peu enquiquinant. Quand ils en ont 4, c'est pas si fréquent que ça qu'ils en ont 4, j'ai pas l'impression en tout cas. Donc non, 3 chiens suffisent, on met une grosse attaque à plus 3 dégâts, puis hop, c'est réglé. Avec Lola qui a 3 de base, ça fait une attaque à 6, quand même, c'est pas vilain. Donc non, Toutou, pour moi, très très fort. Et la carte ultime, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est forte. La clé 10. C'est fumé. C'est clairement fumé cette carte. Alors, il y a... Je crois que c'est David qui me parlait de la clé 10, qui me disait que elle avait été un peu changée. Enfin, pas par les créateurs du jeu, mais c'est tous les fanas du jeu qui font des espèces de recueils, de cartes tabous avec tel perso, on peut pas les utiliser parce que c'est trop fort, ou alors ils font des aménagements. La clé 10, pour eux, est devenue exceptionnelle. C'est-à-dire que la règle exceptionnelle, bah, on paye le double de l'XP pour pouvoir l'ajouter dans son deck. Et je crois même qu'on peut n'avoir qu'une fois dans son deck quand c'est exceptionnel. Je pense pas dire de bêtises en disant ça. Bon. Si c'en est une, navré, mais je pense pas que ce soit le cas. Et je pense pas que ce soit le cas, que ce soit une bêtise. Je pense que c'est ça. Donc, de base, quand vous la jouez telle quelle, pour 5 XP, vous avez ça, mais qu'est-ce que c'est fort. En plus, ça tank des horreurs. Quoi. Au pire du pire, ça tank quand même 4 horreurs. C'est pas rien. Non, c'est pas l'aise. Des bonus. La petite arnaque Astur. On m'a dit, oui, c'est un truc connu en fait, des joueurs de Horror Arkham JCE. Quand ils jouent la campagne de Carcosa, ils ont la clé 10, bah, ils s'amusent, dès qu'ils la chopent, ils disent Astur, 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 pam pam pam, 3 horreurs, hop, c'est réglé. Merci les gars, au revoir. C'est bon, j'ai plus 3 partout. Et maintenant, on peut parler. Voilà. Les yeux dans les yeux. Quelle arnaque. Bon, ça, c'était mon top de cartes sur la campagne, en ce qui concerne ces persos-là. On a je vous ai fait un espèce de flop carte aussi, parce que ça, c'est important. On va repartir sur Charlie Kane. Euh, la pendule rouge. Je vous ai mis la pendule rouge dans le flop. La pendule rouge, alors est-ce que je la sors? Oui, enfin je peux, parce qu'elle est à côté. La pendule rouge, c'est pas tant un flop dans le sens où c'est une mauvaise carte, c'est pas du tout ça. Il faut que j'explique pourquoi. C'est simplement un flop parce que je l'ai mal joué, en fait. Je l'ai mal joué pendant 2 scénarios. Et sur le dernier scénar, en ayant eu conscience que je le jouais mal, je l'ai bien joué, mais pas tout le temps. J'ai quand même fait une erreur à un moment donné. Donc voilà, ça c'était un vrai flop. C'est dommage. Bon, après, même en me plantant, genre, malgré tout, je pense que c'était pas si préjudiciable et c'était pas si grave que ça. Il y a eu ça, il y a eu la hache runique, encore.
Le flop, alors, un petit flop aussi sur la hache runique pour une raison, c'est la règle héritage. Je disais tout à l'heure que j'allais en reparler plus tard. Voilà, je reparle maintenant. L'héritage, je relis, réduisez de 1 le coût de la hache runique et elle gagne le trait relique. Alors, le flop, c'est que, rappelez-vous, premier scénar, nous rencontrons des monstres qui ne peuvent être blessés que par les reliques et un autre truc, je sais plus quoi. Et là, je me dis, ah ok, ça va être le genre d'adversaire. Je le dis d'ailleurs, hein, je le dis en début de vidéo du deuxième scénar. Quand j'achète, justement, je paye l'expérience pour mettre cette amélioration héritage. Et je dis, ah, on va partir sur une campagne où il va avoir des monstres régulièrement, des monstres comme ça, qui seront un peu éthérés. Il faudra y aller avec de la relique. Si je veux pas me faire avoir, vaut mieux que je sois prévoyant et que je prenne cette amélioration-là. Au pire, il n'y en a pas, bah, ça me coûte quand même un de moins pour la jouer. Au mieux, il y en a, et tant mieux. Comme ça, moi, je peux vraiment valoriser cette amélioration. Au final, il n'y en a plus jamais eu. Plus jamais. Si, il y en a eu un, je crois, à un moment donné, sur un scénar, mais ça n'a pas duré. J'ai pas eu du tout eu besoin de lui faire sa peau, je crois. Alors, c'était vite expédié, et c'est tout. Ils sont jamais vraiment revenus dans la campagne. Et là, bah, un gros fail, hein. Un gros fail, parce qu'il y avait peut-être des choses limite un peu plus intéressantes à faire, sachant qu'il n'y aurait pas d'adversaire relique, il y avait potentiellement 4 autres améliorations. Par exemple, ouais, au pif, inscription de fureur. Je prends la dernière qui vaut 1. Ajoutez cette inscription fureur. En cas de réussite de cette attaque, en plus de ses dégâts standards, puis j'ai un dégât à chaque autre ennemi engagé avec vous. C'est-à-dire que les moments où j'étais engagé avec plusieurs monstres, hein, parce que c'est quand même arrivé plus d'une fois dans la campagne, grâce à cette amélioration-là, j'aurais pu, en échange d'une ressource, j'aurais pu mettre un dégât aussi aux autres à côté. Sans mot de rien, ça aurait fait la différence. Ça aurait été vraiment sympa. Donc bon, petit fail, hein, mais c'est pas très très grave. Côté Lola, il y a eu un fail avec... un fail. Flop card plutôt. Glissement éthéré que j'ai jamais vraiment réussi à jouer. Dommage parce que je pense que ça partait d'une bonne intention. Mais non, j'ai jamais vraiment réussi à le jouer comme il fallait. J'ai dû jouer une fois sur toute la campagne. Bon, après, c'est aussi parce qu'il me fallait des cartes avec certaines classes et ça m'a arrangé de pouvoir jouer ça, de pouvoir la caser. C'est pas grave. Bon, ça a servi qu'une fois, tant pis. Ça a servi une fois, c'est quand même toujours mieux que ce qui a servi 0 fois. Et, ça... et là, ça fait partie ici de mes flops cartes dans le deck. J'ai nommé le rituel. Alors, mini flop, c'est un rituel du clair de lune parce que je l'ai mis assez tardivement dans mon deck. C'est ce qui permettait de retirer toutes les fatalités sur une carte non élite dans votre lieu. C'était un petit peu le même genre d'anticipation que l'héritage avec la règle relique. C'est sur la fin, ça se peut qu'à un moment donné, ça soit bien de retirer des fatalités d'une carte, des choses comme ça. Bah en fait non, j'ai jamais eu l'occasion. Tant pis. C'est pas grave, hein, ça existe. Et la dernière, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai plus dans le deck depuis un petit moment. C'est creuser trop profondément. C'est la fameuse carte mystique qui permet de jouer, de gagner un XP automatiquement quand on la joue, et en contrepartie de tirer une carte mythe, 4 rencontres mythes, avec chaque joueur d'ailleurs, il me semble. Donc on a une phase mythe en plus, ce qui est toujours, ce qui est jamais cadeau, ce qui est toujours préjudiciable. Et bah, j'ai pas joué. Je les ai jamais joués, soit c'était trop tendu, soit j'ai pas osé. Sur le premier scénario, je pense que je peux la jouer à un moment donné, mais je le sens pas, je le fais pas. Puis en plus, j'avais un peu misplay sur la fin du premier scénario, donc, un peu galère. Donc, non, au final, je le fais jamais. Et je finis par échanger mes cartes, acheter d'autres cartes avec l'expérience et puis à la place, quoi. Alors, je regarde mes notes. Je pense que je suis pas très loin de tout ça, de la fin. J'en reviens, oui, si, j'en reviens avec Charlie. J'en ai pas parlé parce que je vous ai montré que ces 3 cartes-là, en fin de compte, chez les alliés, le deck de Charlie, je l'ai vraiment trouvé fort. Les flics en patrouille, ça m'a donné un boost. Honnêtement, j'ai mis le Blackjack pour le fun en 3. Bon, Bonnie en 1, c'est logique. La hache runique, c'était un gros coup de cœur. Gros coup de cœur parmi les dernières cartes arrivées avec les clés écarlates. Donc je voulais absolument le mettre. Ça m'a vraiment fait faciliter le job à mort.
Et le blackjack, c'est plus pour la plaisanterie. Je trouve ça vraiment fun. En fin de compte, s'il y avait un autre allié à mettre, je mettrais simplement le flic en patrouille. Le plus en combat naturel, plus le fait de le jouer pour une action et d'en faire encore plus 2 au combat, ou plus 3, je sais plus. Plus 2 ou plus 3. J'ai tellement joué et pourtant, j'arrive encore à oublier. Ça, c'est assez dingue. Je crois que c'est plus 2. Le flic en patrouille. Non, c'est plus ça. Donc c'est un clean plus 1 et plus 2 avec le point. C'est avec la force. Plus 2, c'est pas rien. Mais il met plus 3 naturellement, parce qu'il y a plus 1 de base en permanent, là. Plus 1 sur la carte. Donc, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre Montant l'air. Je l'ai moins utilisé que les flics en patrouille, mais j'aurais pu le mettre aussi. Léo De Luca, qui n'est pas trop sorti en début de campagne, mais en deuxième partie de campagne est beaucoup sorti, et qui a fait un bien fou, parce que jouer 4 actions par tour, c'est toujours pareil, hein, c'est fort. C'est simplement fort. Très très fort. Voilà pour en ce qui concerne les cartes. Maintenant, le bilan sur les investigateurs, de manière plus large, je vais continuer dans la mouvance Charlie Kane. Qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Et qu'est-ce que c'est facile à optimiser! Déjà avec les charismes en plus, pour mettre encore plus d'alliés, il y a tellement d'alliés intéressants dans le jeu. Et encore, là j'ai eu l'impression d'avoir un deck port, alors que j'ai, en termes de cartes, j'ai que les poules, alors que le pool de cartes contenant la base, Dunwich Carcosa, et Confins de la Terre, Clé Écarlate. J'ai absolument pas les civilisations oubliées, les trucs, les 3-4 cycles qu'il y a entre les deux, là, entre les premiers et les derniers cycles. Je les ai pas, ceux-là. Donc j'ai vu qu'il y avait des investigateurs qui avaient l'air d'être très très forts aussi, que là, je pouvais pas jouer. Et non, il y a tellement de trucs à faire. Qu'est-ce que c'est balèze, Charlie! C'est nul en début de partie, en début de scénar. On n'espère pas tomber sur des gros monstres parce que on se fait éclater la gueule. Mais dès qu'on est un peu équipé, c'est un diesel. Charlie Kane, c'est le diesel. Et puis dès que Bonnie est là, on sent la différence. Bonnie, qu'est-ce que c'est balèze. Côté Lola, donc vraiment plaisant à jouer Charlie. Vraiment, il est plaisant, il tank super bien. Forcément, il a plein d'alliés, donc les points, les dégâts, les horreurs, ça va sur les alliés. De temps en temps, on veut épargner un allié ou deux. Ok, on l'encaisse. Allez, on veut bien. On veut bien encaisser un petit peu pour les autres une fois de temps en temps. Par contre, oui, le poids des responsabilités, très clairement, c'est un tour, on va jouer sans alliés, en fait. Parce que mettre des dégâts, généralement, on s'est un petit peu arrangé pour encaisser, absorber les dégâts sur les alliés. Donc souvent, si les alliés en question prennent un dégât, une horreur, et qu'ils les prennent vraiment, on les retire. Souvent, c'est ça, c'est ce qui se passe. J'ai pas précisé des Peter Sylvestre aussi, qui était bien utile. Je parlais du flic en patrouille, je parlais de Léo De Luca, ouais, non, Peter Sylvestre, top aussi, hein, vraiment top. Surtout en amélioré. Le côté Lola, c'était beaucoup plus compliqué. Elle est vraiment difficile à construire. À jouer après, par le fait que t'en oublies, ouais, ok, il faut changer de rôle, machin. Mais dans le fond, c'est pas. Je le disais sur la dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, c'est pas si dur que ça à jouer. Enfin, surtout sur la perso solo, ou si on joue à plusieurs personnes, où chacun son investigateur, genre t'es focus sur Lola, ça va, il n'y a pas de raison de sortir du chemin. Mais c'est que la construction du deck est vraiment pas évidente, parce que t'as l'impression, à cause de la crise d'identité, là, t'as l'impression que tu joues avec... t'as pas le droit à toutes les cartes, quoi. Il y a plein de cartes que tu joueras pas, à cause de ça. Par crainte. Il y a plusieurs façons de la jouer. Après, on peut la jouer un peu YOLO, à se dire, bon, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, on joue à fond. On joue comme si c'était un investigateur normal. Et la crise d'identité, bah tant pis. Si ça tombe, et bah pas de chance. Mais je suis pas certain que ça soit la manière la plus optimisée de la jouer. En tout cas, là, j'ai adopté pour cette méthode-là. Et ça a plutôt réussi. Il y a eu quand même deux Lola. Il y a eu la Lola avant la clé 10 et il y a eu la Lola après la clé 10. Et il y a une grosse différence. Donc, la carte est tellement balèze que le perso derrière devient aussi cheaté. Que ça serait ça sur n'importe quel perso d'ailleurs. Hein. C'est tellement fort.
J'ai eu moins de plaisir à jouer Lola que Charlie. Bon, après, il y a eu tout le délire, hein, le badge de Charlie, voilà, toutes mes petites fantaisies autour, le parti des joyauderies. C'est un perso qui se prête beaucoup plus au fun, tout simplement. Donc Lola, moi j'aime bien jouer quand même en mode récréatif à ce jeu-là. Donc forcément Lola est beaucoup plus sérieuse, c'est plus technique, il y a moins de place à la fantaisie. Donc fort logiquement, j'ai préféré jouer de Charlie que Lola. Néanmoins, j'ai quand même bien apprécié de sortir ce binôme 100% neutre. C'est un bon petit challenge pour moi. Et c'est peut-être un petit peu ça aussi qui m'a fait me dire que je me sentais plus maintenant comme un joueur initié que comme un joueur débutant. J'aurais sorti des personnages, c'est surtout Lola en fait qui était quand je lisais des choses ou que j'écoutais des choses sur Lola, c'était beaucoup de oui, c'est un perso très technique à jouer, attention à pas mettre entre toutes les mains, etc. J'avais plus vu ce qui m'a donné aussi envie de la jouer, c'est le personnage tout simplement. J'aime bien prendre les personnages à leur tronche. Et je dis, ouais, l'actrice comme ça, la route de Carcosa, ça a l'air d'être un délire sur le théâtre. L'actrice, pas mal. Ah, c'est évident. On peut pas jouer autre chose, donc on y va. Tant pis. Tant pis, ça va être chaud, et ben c'est pas grave. Ça sera chaud. Voilà. Sur les investigateurs. Donc, il me reste une question à répondre. Ouais, il me reste une conclusion à donner. Je vous ai pas dit que deviennent Lola et Charlie. Parce que là, on a vécu une histoire avec les deux personnages. Que deviennent-ils? J'ai une réponse qui va pas forcément vous plaire. Je sais pas si elle va vous plaire, mais je vais vous la donner quand même. Après toute cette aventure, Lola, elle a fini par créer sa propre troupe de théâtre. Et elle ne joue plus. Elle ne joue plus. Ça l'intéresse plus de jouer. Elle a déjà fait. Ça va. Sa représentation, donc avant le début de la campagne, dans la pièce Le Roi en jaune, c'était sa dernière. Elle n'a pas voulu faire plus en tant qu'actrice. Donc elle a créé sa compagnie. Et, et sa compagnie présente justement la pièce du Roi en jaune. Eh oui, c'est un cycle. Elle présente la pièce du Roi en jaune. Et la femme qui tient le rôle qu'elle tenait avant n'est autre que Bonnie Walsh. C'est Bonnie Walsh qui est devenue actrice, mais qui est surtout qui cherchait à échapper aux griffes d'un Charlie Kane un peu trop entreprenant avec elle. Et donc, Charlie Kane qui, malgré la distance que Bonnie a réussi à mettre entre deux, Charlie Kane qui assiste quand même à toutes ces représentations, malgré tout. Alors Charlie qui, lui, de son côté, est devenu le l'empereur. Ouais, c'est rigolo, hein. Il est devenu l'empereur de Carcosa. Parce que figurez-vous que toutes les représentations de la troupe de Lola se passent dans l'asile d'Arkham. Et Charlie fait partie des résidents de l'asile d'Arkham, donc il ne rate jamais le moindre épisode. Voilà, j'ai choisi la voie de la folie. Ils sont tous devenus cinglés, et ils sont tous retournés d'eux-mêmes dans l'asile d'Arkham et ont demandé à y passer du temps. Bien que pour eux, c'est pas un asile, hein. C'est un théâtre là-bas. Donc j'ai choisi cette fin en guise de mise en abîme. J'ai bien aimé cette forme de mise en abîme pour la fin de cette histoire. Autrement dit, vous ne verrez plus Lola et vous ne verrez plus de Charlie dans mes futures parties d'Arkham, parce que ils sont plus aptes à aller investiguer ou alors uniquement dans la route de Carcosa. Ils sont condamnés qu'à jouer dans cette campagne-là. Donc même si je vous ai conseillé d'aller voter Charlie Kane pendant toute cette campagne, mesdames et messieurs, je retire ce badge et je ne peux plus vous souhaiter d'aller voter Charlie Kane. C'est le bon vieux temps, faut faire avec. Voilà. Ça fait du bien de porter un peignoir qui est plus léger maintenant. Et j'ai le peignoir léger. C'est rigolo ça.
Ouais, ça vous fait peut-être à peine sourire, moi ça me fait marrer. C'est comme ça. C'était une bonne campagne. L'avenir maintenant d'Horror Arkham sur la chaîne. Alors déjà, une pause. Une pause. Parce que c'est un véritable marathon. Et ça fait un moment que je suis sur cette campagne, ça m'en de rien. Les derniers scénars, il y avait 2 semaines d'écart entre chaque, à peu près, plus ou moins. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 mois peut-être que je suis sur cette campagne-là. Je vais vous dire ça en direct, je vais regarder quand remonte ma première vidéo de Carcosa. C'était le 10 octobre. Donc 10 octobre, ça fait 3 mois, 3 mois et demi, parce qu'on est le 25 janvier au moment où j'enregistre, donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, et ça fait une moitié de mois, c'est ça. Donc ouais, 3 mois et demi. Il y a 3 mois et demi, je vais vous présenter les 3 decks. Trois mois et demi, ça fait long. Donc petite pause. Alors, bonne pause. Pas d'autres choses, j'ai plein de trucs à faire sur la chaîne, hein. Vous savez, j'ai d'autres idées à développer, j'ai des trucs à continuer, des trucs à reprendre. C'est pas exclu que je refasse un petit peu de Gloomhaven version numérique aussi dans les temps à venir. Mais j'ai promis aussi, par contre, oui, j'ai promis de faire la nuit de la zélatrice avec... comment on appelle cette petite boîte longue là? Mince. Je cherche vraiment, je fais pas semblant, je cherche vraiment, je me souviens plus. Le renouveau, je crois, tout simplement. Ouais, je me suis pris la boîte du renouveau de la nuit de la zélatrice pour voir ce que ça donne. Mais ça sera pour les membres. Et oui, j'ai prévu de la faire en spécial membre. Donc ça, en fait, je vous l'ai dit, mais j'ai pas forcément besoin de vous le dire. Les membres le savent déjà. Ouais, donc on verra. J'ai sur le feu, enfin quand je dis sur le feu, il n'est pas du tout sur le feu, mais j'ai les confins de la Terre, qui est là-bas, en campagne. Donc, si je reprends par la suite, ça pourrait être les confins de la Terre. Je pense que si je pars sur les confins de la Terre, je le tenterai en un seul investigateur, je pense. Je crois que ça sera nécessaire pour ma santé mentale. Repartir sur une longue campagne comme ça avec 2 investigateurs. Enfin, à voir. Je dis ça tombe, je changerai d'avis entre temps, hein. Il n'y a jamais rien d'arrêté. J'aime bien voir sur le moment. J'aurais peut-être une idée différente. Il y a des chances. Ce qui me fait peur, c'est l'espace, en fait, surtout pour les confins de la Terre. Parce que le pote Pat m'a dit attention, confins de la Terre, on sent qu'on voyage. Il y a des lieux. Des lieux avec mon espace pour placer mes cartes, etc., quand même relativement restreint. Je me dis qu'avoir un seul investigateur, comme ça, j'occupe qu'une moitié, qu'un coin de table avec les cartes, la zone de menace, etc. Je dis que ça laisse plus de place ailleurs pour faire la carte. C'est peut-être plus sage d'y aller comme ça. Et quelqu'un m'avait demandé est-ce que je comptais faire la campagne des clés écarlates. Je l'ai pas. Je l'ai pas prise en fait, la campagne des clés écarlates. Je l'ai pas prise pour l'instant. Je sais pas si... Je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir les confins d'inter, comment ça se passe. Et puis en fonction de ça, bon, on verra derrière si j'envisage d'aller plus loin ou pas. C'est... Voilà. Ça, vous avez tout. J'ai pas plus à dire. Je réfléchis un instant. Je regarde si j'ai pas sauté une ligne, quelque chose comme ça. Si j'ai pas noté quelque chose derrière la page, je ne pense pas. Non, on a vu à peu près tout. Non, le light Charlie, c'est fait. Ouais, c'est bon. J'ai plus rien à dire. Je ne vous encourage pas à voter de Charlie Kane. Vous faites ce que vous voulez. Si vous votez de Charlie Kane, allez dans l'asile, hein. Vous le trouverez là-bas. Avec Daniel Chester, avec toute la bande. Allez, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis, je vous en fais pas qu'un, je vous en fais plein. Vous méritez plein, je vous en fais plein. Et je vous dis à très bientôt. Et à très vite. Salut pour de nouvelles aventures à Arkham ou ailleurs. Et salut.